L'école doit être complètement repensée. C'est la base de tout. Il n'y a pas de mobilité sociale et de bonne croissance sans l'école. C'est la base. L'ascenseur social s'est bloqué. C'est beaucoup plus difficile pour des gens issus de milieux modestes d'arriver, de prétendre à des bons emplois qualifiés. Pour pouvoir traiter notre problème d'endettement, il va falloir que tout le monde se sacrifie un peu. Pour la révolution de l'intelligence artificielle, il y aura des emplois détruits, des emplois créés. Il faut savoir utiliser les nouvelles révolutions technologiques pour mieux mettre en valeur le savoir-faire que nous avons accumulé. Je crois que c'est ça le futur pour nous. Prix Nobel français d'économie, et en plus c'est vous, Philippe Aghion, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir. Alors, à chaque fois que je dis prix Nobel d'économie, je me fais reprendre par des camarades auditeurs qui me disent « Mais non, ça n'est pas un prix Nobel ». Je vous propose justement de nous expliquer d'où ça vient. C'est totalement un prix Nobel. En fait, voilà. La seule différence, c'est qu'il y a la Fondation Nobel. Les autres prix sont financés directement par la Fondation. Mais comme ce prix a été créé plus tard, il est financé par la Banque centrale de Suède. Voilà. Donc, c'est comme si c'était la Banque de France. Mais, si vous voulez, tout le processus, c'est le comité Nobel et c'est l'Académie Nobel qui sélectionne le prix Nobel d'économie exactement de la même manière que les autres prix Nobel. Et il est remis lors de la même cérémonie. Donc, si vous voulez, toute la procédure de sélection est exactement identique à celle des autres prix. La seule différence, c'est qu'il est financé par la Banque centrale de Suède, au lieu d'être financé par la Fondation Nobel. Voilà, c'est la seule différence. Mais sinon, c'est à part entière un prix Nobel. Donc, voilà. Donc, voilà, je voulais simplement clarifier ce point. Clarifier ce point qui, dans le Nobel, débat public, n'a pas été... Je crois qu'il y a eu un débat à l'Assemblée où on a évoqué ce thème. Oui, alors oui, c'était la commission économique et quelqu'un, c'est cru me dire, voilà, en fait, tu es pour les banques et c'est un prix d'une banque, c'est une banque qui a décidé, c'est totalement faux. Mais de toute façon, la personne qui va poser la question, quelqu'un qui ne travaille pas et quelqu'un qui ne s'informe pas, voilà. Je crois que vous faites référence à un député de la France Insoumise. Absolument. Philippe Aghion, il y a... honte sur lui. Il y a eu ce prix Nobel, notamment pour un article que vous avez écrit dans Econometrica en 1992 avec Peter Howitt, qui est donc un économiste américain, et il y a un troisième économiste qui a été distingué avec vous, c'est Joël Mokyr, qui est un économiste israélien que nous avons eu la chance de recevoir il y a quelques mois. On va évoquer bien sûr vos recherches, mais il y a quelque chose de très étonnant chez vous, c'est le monde d'où vous venez, un monde plutôt artistique, et puis un monde aussi très mode. Je vais vous faire entendre quelque chose. Chloe is romance. Chloe is flowers. Chloe, the glorious fragrance by Karl Lagerfeld. Spray it on anywhere. Touch it on everywhere. Revel in it day or night. Enter the world of Chloe from Parfum Lagerfeld Paris. You will never want to leave. Je n'ai pas eu la chance de connaître vos parents, Philippe Aghion, votre père et votre mère, mais votre mère était une immense dame de la mode puisqu'elle a créé la griffe Chloé qui ensuite a été animée par Karl Lagerfeld. Comment était votre mère ? C'était une femme très chaleureuse, c'était une femme très libre, très chaleureuse et très spontanée. Et voilà, que c'était une personne donc très simple. Elle n'a jamais, par exemple, elle aurait pu tout à fait mener une vie mondaine. Elle habitait dans son petit appartement et elle rentrait chez elle. Elle s'est toujours soustraite à l'exposition médiatique et à la vie mondaine. Donc voilà, c'est quelqu'un de... Donc voilà, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont arrivés d'Égypte après la guerre, en 1945. Elle trouvait que les femmes étaient mal habillées ou mal habillées, ou les femmes disons, de classe supérieure étaient habillées surtout pour plaire à leur mari. Et elle se changeait 4 fois par jour. Et elle dit, moi, je veux habiller une femme libre et je veux qu'elle puisse porter le même habit, un habit par jour. Et puis vivre librement, être elle-même. Et donc, c'est pour ça qu'elle a repensé la mode, quelque part. Elle a inventé le prêt-à-porter de luxe. Avant, il y avait la haute couture. Et en fait, elle invente le prêt-à-porter de luxe en créant, en commençant Chloé. Alors, Chloé, c'est le prénom d'une amie à elle qui s'appelait Chloé Huysmans. Et donc, elle trouve que c'était un beau prénom, que ça me fait bien. Et elle démarre avec une couturière. Elle fait les modèles. Elle a une couturière. Ça démarre tout petit. Et puis après, ils se sont agrandis. Voilà.
Qu'est-ce que ça vous a fait d'être élevé dans les fringues, de voir le textile, de toucher le tissu, si vous le touchiez quand vous étiez petit? Oui, je me rappelle les crêpes beaucoup, les imprimés, donc j'ai grandi pas mal là-dedans. Donc du côté de ma mère, donc c'était un milieu très artistique. Alors elle a eu d'autres stylistes, et puis Karl Lagerfeld est arrivé quand j'avais 8 ans. Donc j'ai connu Karl, mais avant il y avait d'autres personnes avec qui elle avait travaillé. Voilà, et Graziella Fontana et d'autres, Gérard Pipard et d'autres stylistes. Et après, il y a Karl Lagerfeld arrivé à ce moment-là, en 64, 65. Et donc voilà. Et du côté de mon père, ils étaient très avec les surréalistes. Hein, donc et c'était très politique. Donc mon papa en Égypte se révolte contre la misère qui existe en Égypte. Il vient d'une famille riche juive d'Alexandrie, mais lui se révolte contre l'injustice extrême qu'il y avait. Je veux dire, la plupart des gens étaient analphabètes mais dans la misère, etc. Et donc il crée un parti communiste en Égypte. Il a un cousin qui s'appelle Henri Curiel qui crée un autre parti communiste. Et ma mère est très active avec lui. Donc Philippe Curiel, il faut dire que ça a été un immense personnage là aussi pour l'histoire du communisme. Oui, il a défendu le mouvement de libération. Il a été assassiné, vous savez. Voilà. Alors je dirais pas par qui. On va pas faire ça. Pas de scoop supplémentaire ce matin. Ça a toujours été très mystérieux. Oui, on sait à peu près d'où ça vient, quoi. On sait qui a donné l'ordre, mais je n'en parlerai pas ce matin. Voilà. Donc voilà. Et ils arrivent. Et le mouvement progressiste égyptien est très lié au mouvement surréaliste égyptien. Donc il y a un surréalisme égyptien. Et quand ils arrivent en France en 45, ils sont très proches des surréalistes français. Moi, j'ai passé des vacances à l'âge de 6 ans chez Tristan Tzara dans sa maison de Bretagne. C'est Paul Éluard, c'est Louis Aragon, c'est Mata, le peintre chilien Mata, avec qui mon père part à Cuba en 64. Voilà, c'est ce milieu-là. Et voilà, c'est très germano-pratin et très, mais en même temps, voilà, très milieu de gauche, quoi. Tous les frères de ma mère votaient communistes. Comment cela se fait-il, Philippe Aghion, que vous ayez choisi de faire de l'économie? Alors, on comprend pourquoi le thème qui vous a obsédé d'emblée, c'est le thème de la pauvreté, puisque oui, absolument, de sortir de la pauvreté, oui. Parce que, si vous voulez, moi, il y a une chose qui me révolte, c'est la pauvreté, la misère, quelque chose qui me révolte. Donc, je me suis dit, il faut de la prospérité, et puis il faut de la prospérité inclusive. Donc moi, je me suis dit, voilà, je suis venu à l'économie par la politique. J'étais moi-même militant communiste pendant 10 ans, et je voyais des gens, des leaders politiques tenir des raisonnements qui avaient l'air tous cohérents et arriver à des conclusions opposées. Et donc, je me suis posé la question, comment je peux savoir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste? Et donc, j'ai commencé à me questionner en économie, et je n'ai jamais cessé de me questionner en économie jusqu'à maintenant. Pourquoi avez-vous choisi donc l'économie? Pourquoi avez-vous choisi aussi de suivre un certain nombre de théoriciens, et notamment Schumpeter, que vous allez me faire le plaisir de présenter à nos auditeurs, Philippe Aghion? Oui, alors donc en fait, si vous voulez, donc j'ai commencé par lire beaucoup Marx, évidemment, et donc je considère que Le Capital est un grand livre, mais Marx a des disciples, en fait. Et le livre 3 du Capital, celui qui a été le meilleur disciple du livre 3 du Capital, c'est Schumpeter lui-même. Toute la notion d'obsolescence, elle est déjà chez Marx, mais Schumpeter continue. Et d'ailleurs, Schumpeter disait, Marx est trop bon pour le laisser aux marxistes. Mais en tout cas, Schumpeter s'inspire énormément du livre 3. Mais pourquoi je deviens vers Schumpeter? D'abord parce que je m'intéresse à la croissance. Je pense que c'est la croissance qui va sortir le monde de la pauvreté, et c'est exactement ce qui s'est passé. Si la Chine et l'Inde et d'autres pays sont sortis de la pauvreté, c'est grâce à la croissance. Et il faut qu'elle soit partagée. Et si les inégalités mondiales se sont réduites, parce qu'à l'intérieur de nos pays, les inégalités ont augmenté, mais mondialement, elles ont baissé. Et elles ont baissé en grande partie grâce à la croissance de ces pays. Et donc, je me suis intéressé beaucoup aux sources de la croissance. Et on voit que très, très facilement que sans progrès technique, sans innovation, il ne peut pas y avoir de la croissance de long terme. On ne peut pas croître indéfiniment uniquement en accumulant du capital, parce qu'il y a des rendements décroissants sur l'accumulation du capital. Je passe de 0 machine à 1 machine, j'augmente beaucoup plus sa production de 9 à 10 machines. Donc, il faut du progrès technique. Le progrès technique, c'est l'innovation. Schumpeter te parle d'innovation, mais il n'y a pas de théorie schumpeterienne quand moi je fais de l'économie. Donc, c'était une curiosité. Quand j'étudie l'économie, Schumpeter, on en parle dans un cours d'histoire de la pensée économique, on en parle dans un cours d'économie industrielle, mais en passant, c'est une mondanité, Schumpeter. Et moi, j'ai eu l'idée avec Peter Howitt de dire on va construire un nouveau modèle de croissance qui est basé sur l'innovation schumpeterienne. Mais il fallait construire le modèle et le tester. Parmi les différentes théories de Schumpeter, donc vous n'êtes pas exclusivement schumpeterien, hein, je le précise, voilà. Mais Schumpeter
évoquait dans l'un de ses textes Oui. célèbres l'avenir du capitalisme et il Oui. disait le capitalisme peut-il survivre? À titre personnel, je ne le pense pas. Oui. Le capitalisme a survécu. Il a survécu notamment grâce à la croissance, Philippe Aghiot. Alors écoutez, je pense que je avait un peu dans l'idée de dire, c'est que les innovateurs d'hier vont empêcher de nouveaux innovateurs. Ils vont utiliser leur pouvoir pour empêcher de nouveaux innovateurs. Et il avait raison que ce problème existe. À chaque fois, vous avez, par exemple, les GAFAM, c'est des gens qui ont su merveilleusement surfer sur la vague des technologies de l'information. Et après, ils ont fini par être une barrière à l'innovation, à l'entrée de nouvelles firmes innovantes. Et c'est pour ça qu'on a eu un déclin de la croissance aux États-Unis, après avoir connu un regain de croissance entre 1995 et 2005. Donc, Schumpeter pointe un problème réel, mais ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois, il y a eu d'abord des nouveaux entrants, et puis les gouvernements, plus ou moins, ont appliqué des politiques de concurrence permettant l'arrivée de nouveaux entrants. Alors évidemment, il y a une tentation pour les gouvernements de faire collusion avec les intérêts acquis. Mais la société civile est là, les électeurs sont là, la compétition électorale est là pour faire contrepoids. Et donc, moi, je crois beaucoup dans le triangle entre les entreprises qui innovent, les gouvernements qui peuvent ou peuvent ne pas mettre en œuvre des politiques de concurrence, et la société civile qui est là pour veiller à ce qu'il y ait le moins de collusion possible entre les gouvernements et les intérêts acquis. Et je crois que c'est ce triangle-là qui permet au capitalisme de survivre et de s'adapter. Et donc, je crois que, voilà, et c'est ça qui fait que peut-être Schumpeter a été très pessimiste, mais on voit quand même qu'aux États-Unis aujourd'hui, on a exactement le problème dénoncé par Schumpeter, c'est-à-dire on voit M. Elon Musk dans le bureau ovale et on voit vraiment la collusion entre le pouvoir politique et les intérêts acquis. Donc il est à l'œuvre à nouveau aux États-Unis et on va voir si finalement aux États-Unis c'est Schumpeter qui aura raison ou si au contraire à nouveau il va y avoir des forces de la société civile qui vont ils vont inverser la vapeur. Justement, je voulais vous faire entendre, parce que la question de l'innovation, c'est la question de la productivité, je voulais vous faire entendre Raymond Aron, qui lui aussi a beaucoup lu Schumpeter et Marx. Mais le grand mouvement du capitalisme, pour Marx et pour Schumpeter, c'est l'augmentation prodigieuse de la capacité de production de la société prise globalement. Or, cette perspective de l'augmentation de la productivité est en son essence une perspective optimiste. Et Schumpeter, qui a la même perspective de l'augmentation de la productivité, est optimiste sur le devenir des hommes ou du niveau de vie dans le régime capitaliste. Or, Marx, avec une analyse de l'augmentation permanente de la productivité, aboutit à des conclusions rigoureusement pessimistes. Justement, lorsque vous entendez Aron parler notamment de productivité, parce que oui. On a ce mot qui est au cœur du débat économique et de l'actualité. On l'a eu avec l'invention de l'informatique, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire, Philippe Aghiot ? Donc, c'est très intéressant que, en fait, Raymond Aron lui-même notait l'affiliation entre Schumpeter et Marx. Donc, je ne connaissais pas cette archive. Et, mais en fait, effectivement, la croissance, si vous voulez, il y a eu des gens, en fait, il y a tous des débats. Par exemple, Robert Gordon pense que toutes les grandes idées, on les a déjà eues. Et que les grandes révolutions technologiques ont eu lieu, celle de la machine à vapeur, l'électricité, et que maintenant, les nouvelles révolutions technologiques sont moins importantes que les premières. Encore que Robert Gordon, qui est un très bon ami à moi, il mise beaucoup sur l'intelligence artificielle. Donc, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des révolutions technologiques. Et évidemment, chaque fois qu'il y a une révolution technologique, au début, ça donne énormément de croissance de la productivité, et puis ensuite, elle s'étiole. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle s'épuise. Mais il y a des nouvelles révolutions qui arrivent. Et donc, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que on invente l'IA après la révolution d'éthique, des technologies de l'information. C'est-à-dire qu'il y a toujours des nouvelles révolutions qui viennent augmenter à nouveau la croissance de la productivité. Mais alors, moi, je crois que sur l'intelligence artificielle, il y a un énorme potentiel de croissance. Ce qui peut faire le frein, c'est les mauvaises institutions. C'est-à-dire que moi, autant je suis optimiste sur la technologie, mais je suis pessimiste sur l'aptitude que nous avons d'adapter nos institutions. Et donc, par exemple, la révolution d'éthique, ça a donné beaucoup de croissance pendant 10 ans, mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est que les GAFAM se sont tellement développées, elles sont devenues tellement tentaculaires en faisant des fusions-acquisitions sans limite, parce que la politique de concurrence n'était pas adaptée, qu'elles ont fini par inhiber l'entrée de nouvelles entreprises. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est qu'il faut adapter nos institutions aux révolutions technologiques. Alors, attendez, on va y revenir.
revenir parce que c'est très important, mais j'aimerais déplier votre raisonnement. Parce que d'abord, vous parlez de Gordon, mais il y a un autre économiste américain sur lequel vous avez travaillé, c'est Solow. Et Solow disait, grosso modo, l'informatique avance, mais on ne voit pas l'importance de l'informatique dans la productivité, parce que il vous faut du temps pour comprendre comment marche l'ordinateur, vous allez faire des bêtises, etc. Alors ça ne marche plus. Alors on voit la productivité. Il y a des retards, c'est-à-dire qu'effectivement, entre l'invention de l'ampoule électrique et la révolution de l'électricité, il se passe 30-40 ans. Parce qu'en fait, une innovation comme l'ampoule électrique, il faut plein d'innovations secondaires pour la mettre en œuvre dans différents secteurs de l'économie. Et il y a différents facteurs de retard. Dans mon cours d'ailleurs de cette année au Collège de France, la semaine dernière, je parlais de toutes les sources de retard, l'apprentissage, la coordination, les habitudes, les innovations secondaires qui mettent du temps à être déployées. Donc il y a toujours un retard entre l'invention initiale. Par exemple, la machine à vapeur est inventée bien avant le décollage industriel. Il y a toujours un retard, voilà. Et c'est la même chose pour l'éthique. Les premiers ordinateurs apparaissent déjà dans les années 50, mais la révolution des TIC a vraiment lieu dans les années 90. Voilà. Et alors pour l'intelligence artificielle, c'est un peu pareil. Peut-être qu'il y a, mais je pense qu'on va voir un décollage. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir attendre, je ne sais pas, 1 an, 10 ans, 20 ans Je suis pas une boule de cristal, mais je pense déjà que je m'adresse pas à Madame Soleil. Je veux juste comprendre comment vous raisonnez sur ces notions-là. Donc il y a effectivement un retard parce qu'il faut donc que ces innovations secondaires qui mettent en œuvre la nouvelle technologie qu'on appelle générique dans les différents secteurs se développent, se déploient. Voilà. Donc il peut y avoir un retard de 10 ans, de 20 ans. Moi je pense qu'on est à l'aube de... En tout cas, l'IA va donner très rapidement, à mon avis, de la croissance de la productivité. Moi, je vois ça assez rapidement. Voilà. Alors, il y a des... Et pourquoi elle va donner un rebond de la croissance de la productivité? Parce que l'IA automatise des tâches dans la production des biens et services, mais également dans la production des idées. Ça devient plus facile d'avoir des idées avec l'IA. On innove plus facilement avec l'IA. Philippe Aghion, vous êtes prix Nobel d'économie 2025, professeur à l'université de Harvard et à l'INSEAD, au Collège de France, membre du Cercle des économistes. On a évoqué votre trajet intellectuel. Vous nous avez dit à quel point Marx et Schumpeter avaient compté. Schumpeter, c'est quelqu'un qui a beaucoup parlé d'innovation et mon camarade Jean Lémarie vient d'évoquer Chine. Alors il y a effectivement ce scandale lié à des poupées à caractère pédocriminel qui sont vendues, mais au-delà de cela, Chine incarne une forme d'innovation dans le domaine commercial. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous? Alors, effectivement, Chine, ça donne... On sait que beaucoup de gens souffrent de petits revenus, de petits salaires, et il y a un gros problème de pouvoir d'achat en France. Donc, il y a quand même l'idée toujours de dire, si je fais du protectionnisme, je vais contre le consommateur, parce que c'est son pouvoir d'achat qui va être, réduit à mal, réduit. Donc voilà. Donc, si vous voulez, la difficulté du problème, c'est que je ne veux pas réduire le pouvoir d'achat de gens qui déjà doivent se bagarrer pour survivre, donc qui ont des petits salaires, les prix augmentent, les salaires n'augmentent pas, donc il y a ce problème-là, il faut pouvoir leur parler. Mais d'un autre côté, je veux pouvoir éviter. Mais donc je veux pouvoir éviter le dumping social et environnemental. Donc c'est-à-dire qu'il faut des règles. Donc moi je suis quelqu'un, je crois dans le libre commerce, mais je pense que je crois dans le libre commerce avec des règles. C'est-à-dire si c'est des pays qui disent je fais un dumping fiscal, environnemental, social, là ça va pas. Donc il faut des règles du jeu. Alors il faut que ce soit le plus possible au niveau européen, c'est-à-dire que l'Europe doit se défendre. On a les États-Unis, on a la Chine qui joue très dur, et l'Europe doit pouvoir se défendre. Mais d'un autre côté, il y a des vertus au libre commerce. D'abord, ça permet d'améliorer le pouvoir d'achat. 2, ça dope l'innovation. Quand on a des marchés plus gros, on innove davantage. Ça permet des transferts de technologie beaucoup plus facilement. Donc il y a des vertus au libre-échange, mais il y a des gens qui ne jouent pas le libre-échange de manière correcte. Voilà. Et donc là, il faut qu'il y ait des règles du jeu. Bon, mais on va parler de votre mère, parce qu'il faut en parler souvent, Philippe Aghion. Votre mère, je le rappelle pour les auditeurs qui n'ont pas écouté la première partie de cet entretien, était dans le prêt-à-porter en France. Elle fabriquait, j'imagine, en France. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus, il reste de petites entreprises textiles, il y a certains entrepreneurs courageux qui remontent des filières textiles en France, mais bon, tout ça, évidemment, est difficile. Chine, ça veut dire que maintenant, c'est même
la marque qui n'est plus européenne, je parle même plus de française. La fabrication, ça fait longtemps que chez les Zara et autres, elle n'est plus pour l'essentiel européenne, mais là c'est la marque qui part ailleurs. Est-ce que ça veut dire que finalement des activités de base sont aujourd'hui en train de nous échapper? Je crois qu'il va falloir défendre notre savoir-faire. Je crois qu'en France, il y a un savoir-faire dans toute une série de domaines, dans le luxe, alors le nucléaire, l'aéronautique. On a différents secteurs où la France, on a dans la restauration, on a un savoir-faire et il faut le mettre en valeur. Voilà. Et donc, il faut savoir utiliser les nouvelles révolutions technologiques pour vendre mieux et mettre mieux en valeur notre savoir-faire. Mais nous avons il ne faut pas dire... Et je crois qu'il faut aller vers la qualité, c'est-à-dire qu'on n'arrivera jamais à faire concurrence aux Chinois ou aux Asiatiques sur le coût. Donc, il faut viser l'amélioration de qualité. Donc, je crois que c'est très important de dire, voilà, nous, on n'arrivera pas à les battre sur le plan des coûts de production, mais on peut vraiment construire sur la base de notre savoir-faire. On peut mettre en valeur notre savoir-faire. Moi, je crois que c'est... Donc, il faut savoir utiliser les nouvelles révolutions technologiques pour mieux mettre en valeur le savoir-faire que nous avons accumulé. Je crois que c'est ça le futur pour nous. Il faut savoir utiliser les nouvelles révolutions technologiques pour mieux mettre en valeur le savoir-faire que nous avons accumulé. Je crois que c'est ça le futur pour nous. Construit, déconstruit... Oui. Qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez ce qui est en train de se passer, Philippe Aghion? Écoutez, il faut qu'il y ait un budget. Voilà, je crois que ce serait dramatique qu'il n'y ait pas de budget. Je parlais tout à l'heure il faut que l'Europe se réveille technologiquement. Il y a eu le rapport Draghi. Le rapport Draghi dit qu'il y a un décrochage technologique de l'Europe par rapport aux États-Unis, même maintenant à la Chine. Donc il faut que l'Europe se réveille. Et l'Europe ne peut se réveiller que si la France est pleinement présente en Europe. Et sans budget, la France n'existe pas. Vous êtes d'accord avec le rapport? Vous êtes d'accord avec le rapport Draghi? J'ai participé au rapport Draghi, donc je peux que d'accord. Il est très basé sur mes travaux, très basé sur ma doctrine. Donc je suis d'accord. Il faut un vrai marché européen. Il faut un écosystème financier de l'innovation. Il faut l'équivalent des DARPA. C'est une manière moderne de faire de la politique industrielle. DARPA, c'est-à-dire Defense Advanced Project Agency. L'argent vient d'en haut. On a des chefs d'équipe et pour réaliser une mission, il suscite des projets concurrents. C'est une manière moderne de dire je vais faire de la politique industrielle dans la défense, l'espace, dans les infrastructures, dans la biotech. C'est une manière qui réconcilie politique industrielle et concurrence. Les Américains sont très bons à ça et l'Europe doit avoir l'équivalent des DARPA. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais pour que la France puisse avoir une voix en Europe, elle doit avoir un budget. Si la France n'a pas de budget, la France n'existe plus sur le plan européen. Donc c'est crucial qu'il y ait un budget. Ça ne sera peut-être pas le budget idéal, mais il faut absolument qu'un budget soit voté. Alors, il y a, en tout cas, dans la presse, je dirais, deux types de réactions. Il y a, les journaux qui sont un peu perplexes, Libération, et puis les journaux dans la presse économique, donc des journaux plutôt marqués libéraux, comme les Échos, l'Opinion, qui, eux, évoquent, je les cite, les dégâts de la surenchère fiscale. L'Assemblée, je cite les Échos, a restauré l'exit tax sur les exilés fiscaux. L'assurance vie pourrait être pénalisée par l'impôt sur la fortune improductive. Je crois même qu'on a proposé de taxer les dotations des prix Nobel. C'est ça, Philippe Aghion? Écoutez, je ne suis pas, et moi, en tout cas, je ne pose pas de problème de payer des impôts, donc je pense que tout le monde doit contribuer. Je pense, sur les impôts, je vais de manière très très claire, on va demander des sacrifices. Tout le monde, voilà, pour pouvoir traiter notre problème d'endettement, il va falloir que tout le monde se sacrifie un peu. Donc tout le monde doit contribuer. Même le prix Nobel doit contribuer, et les gens les plus fortunés doivent contribuer. Donc c'est pour ça que j'ai dit, mise à plat des niches fiscales, par exemple la niche du Treuil, il y a une utilisation abusive de la niche du Treuil, donc il faut la mettre à plat. Il faut nous expliquer c'est quoi la niche du Treuil? C'est pour les successions, donc ça permet de faire que l'entreprise, c'est plus facile que mes héritiers continuent l'entreprise. C'est important pour la continuité de l'emploi. Donc il y a une rationalité à la niche du Treuil, mais il y a une utilisation abusive. Les holdings patrimoniales, il y en a qui utilisent ça pour acheter leur avion personnel ou les chalets, etc. Il y a une utilisation abusive de holdings patrimoniales. Là, je suis tout à fait d'accord il faut revoir ça et remettre à plat. Le crédit impôt recherche est mal utilisé. Donc ça, je suis d'accord. Mais il y a un peu d'improvisation fiscale trop, à mon avis, et il faut faire attention que ça ne rentre pas, que ça nuise pas à l'attractivité de la France. Donc je suis pour que tout le monde contribue. Je pense qu'il faut s'attaquer, il faut mettre à plat un certain nombre de niches, mais il faut ne rien faire qui puisse décourager l'innovation et réduire l'attractivité de la France.
Jean Lémarie. Sans nous lancer dans la technique fiscale et sans aller trop loin, c'est vrai par exemple que sur le pacte Dutreil, hier en première lecture, les députés ont limité le dispositif et je pense à ces chiffres de la Cour des comptes révélés récemment par Le Monde. Le système Dutreil coûtait de mémoire 1,5 milliard en 2020. Plus de 5 milliards en 2024. Comment est-ce que c'est possible que des dérapages pareils aient lieu ? C'est-à-dire que les gens disent, on crée des entreprises fictives. En fait, on dit, voilà, c'est une entreprise qui n'en est pas une. Voilà, il y a des abus il y a des choses qu'on met dans Dutreil qui ne devraient pas être dedans. Voilà, il faut regarder dans le détail, mais c'est vrai qu'il y a une utilisation abusive de Dutreil. Donc, il faut la mettre à plat. Je pense qu'on peut récolter quelques milliards si on fait la chasse aux abus. Pareil pour les holdings patrimoniales. Il y a beaucoup de laxisme dans le holding patrimonial en France, mais beaucoup plus même qu'aux États-Unis. Je pense qu'en mettant ça à plat, on peut encore grappiller quelques milliards. Voilà. Donc je pense, moi, en gros, que là-dessus, on peut gagner jusqu'à 5 milliards d'euros. Voilà. J'ai jamais pensé que la taxe Zuckman pouvait rapporter plus que 5 milliards. Je trouve que c'est beaucoup plus intelligent de passer par les niches et les holdings, la mise à plat, je ne dis pas de les supprimer, que de faire d'une taxe Zuckman ou d'autres, parce qu'en faisant ça, eh bien, on peut récolter quelques milliards sans décourager l'innovation. C'est très important que la révolution de l'IA ait lieu en France. On a des mathématiciens, des informaticiens formidables. Yann Lequin, qui est un pilier de la révolution de l'IA, est français. Il est parti. Voilà, mais oui, mais il faut le faire revenir. Et je pense que la France a la capacité de faire revenir... Philippe Aghion, vous n'y arriverez pas avec des options patrimoniales, parce qu'il est pas... Alors, je ne sais pas pourquoi il est parti, c'est pas juste ça. C'est de rendre... On veut ne rien faire qui décourage les nouveaux Mistral ou les nouvelles entreprises en IA. Donc on peut tout à fait demander une contribution aux plus fortunés qui pourrait rapporter jusqu'à 3-4 milliards ou 5 milliards sans décourager les Arthur Mensch et les autres qui vont faire la révolution de l'intelligence artificielle en France. Mais alors ça c'est compliqué parce que vous demandez un peu une chose et son contraire. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on est obligé de taxer. Alors, il y a la fortune improductive, ce qui est appelé la fortune improductive. Là, vous êtes favorable au fait de la taxer. Oui, mais à certains niveaux. C'est-à-dire que moi, personnellement, je me serais attaqué, à la fortune improductive des vraiment très, très riches. Quoi. Vous voyez ça veut dire quoi ? C'est quoi un très, très riche ? Je ne sais pas. Enfin, je ne vais pas vous dire au-delà de temps. Je vais vous demander un seuil. Voilà. Je vais vous demander un seuil. Zuckman dit 100 millions. Le Parti socialiste dit 10 millions. Oui, François Hollande parlait de 4 000 euros. Je vais pas. Non, mais on voit bien de quoi on veut parler, quoi. Voilà. Donc je crois que je pense qu'il faut épargner les classes moyennes. Voilà. Je pense que c'est important, de ne pas taper sur les classes moyennes. Et donc je pense qu'on peut tout à fait lever 4-5 milliards d'euros. Sans taper sur les classes moyennes. Alors, est-ce que je mets la barre ? Il faut regarder dans le détail, simplement en faisant une application rigoureuse de ces niches et en évitant le dévoiement de ces niches. Voilà. Après, je n'irai pas dans le détail, mais je suis certain qu'on peut le faire. Ça, c'est un point important. Est-ce qu'il faut changer la loi ou appliquer de manière rigoureuse la loi telle qu'elle existe aujourd'hui, avec des contrôles notamment ? Alors peut-être que déjà, en appliquant la loi de manière rigoureuse, on arrive. Peut-être qu'il faut compléter en disant, dans tel et tel cas, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'abus, il faut des amendements supplémentaires. Et donc ça, il faut regarder dans le détail, quoi. Donc là, je n'ai pas le détail des choses. Mais en tout cas, il faut avoir l'objectif de dire, je sais que je peux lever un certain nombre de milliards de ça, et je me concentre là-dessus. Et je ne touche pas aux entreprises innovantes, je ne décourage pas l'innovation dans ce pays. Mais alors, c'est ça qui est compliqué. Alors, par exemple, l'Opinion, journal très libéral, dit que l'impôt sur la fortune productive, c'est, je cite, du crétinisme fiscal. S'ils le disent selon eux, c'est parce que c'est très compliqué de savoir ce qui est improductif et ce qui est productif. Vous connaissez la chanson. Alors, par exemple, ils disent que, évidemment, lorsqu'on investit en crypto-monnaie, eh bien, il y a une productivité. Vous allez faire avancer une plateforme. Quand vous avez une résidence secondaire, eh bien, vous allez, je ne sais pas, dépenser de l'argent avec, par exemple... Je vais être très concret. Par exemple, la niche, le pacte Dutreil, il est possible de mettre jusqu'à 49% de biens non professionnels dans le pacte Dutreil. Je supprime ça. Voilà, je supprime ça. Voilà un truc très concret. Alors, ça veut dire voilà un exemple. Alors, les biens non professionnels, ce n'est pas je les exclue. Voilà déjà. Vous voyez, un exemple. Je peux vous en trouver d'autres.
trouvez-nous-en d'autres, parce que ce qu'on va vous répondre pour... je ne les trouverai pas dans la minute. Vous répondre pour le pacte du faire ça sérieusement. Non, parce que, voilà. non, ce que je veux dire par là, c'est que là aussi, vous connaissez notamment... J'ai une autre niche pour vous. L'effacement des plus-values latentes au moment de la succession. Ça peut rapporter également plusieurs milliards. Voilà deux mesures très concrètes. Jean Lémarie. Vous en parlez avec le gouvernement quand il cherche des économies? Vous en parlez avec les parlementaires quand ils cherchent des économies? Écoutez, pour le moment, j'ai un prix Nobel d'économie. Non, pour le moment, enfin, écoutez, je ne sais pas. Les gens m'écoutent, voilà. J'en ai parlé hier, j'en parle aujourd'hui, voilà. Tout le monde. Vous en parlerez demain, mais je ne sais pas si j'en parlerai demain, mais voilà des exemples très concrets d'économies qu'on peut faire. Voilà, c'est très concret. On a l'impression, donc, alors, Gabriel Zucman a été écouté, bon, mais ça. Taxe a été mais la taxe n'est pas passée. Retoquée. Voilà. Est-ce que... J'ai débattu avec lui, je crois que j'ai gagné le débat. Mais j'aime beaucoup Gabriel Zucman. Bon, mais alors, vous avez gagné le débat, mais alors, concrètement... La taxe n'est pas passée. La taxe n'est pas passée. Oui, ça ne vous a pas échappé. Ça ne nous a pas échappé, mais la taxe à Guillon, je veux dire, ce qu'Aguillon va proposer pour que on récupère quelques milliards. Écoutez, on va voir, on verra. Wait and see, quoi. Alors, attendez, parce que vous êtes là justement pour qu'on voit. Sur les retraites, par exemple, Philippe Aguillon, alors, qu'est-ce moi, que ma vous en position pensez ? sur les retraites, par exemple, très ça. Il y avait un risque, si on ne stoppait pas l'horloge, parce que c'est une horloge, chaque je sais pas, 3 mois ou 6 mois, l'âge est reculé de départ à la retraite. Si on ne ratait pas l'horloge, il y avait une nouvelle censure, d'accord ? Et le coût d'une censure, pour moi, était très élevé. C'était l'instabilité politique, c'était un nouveau déclassement des agences de notation, c'était à nouveau les taux d'intérêt qui augmentaient et la bourse qui baissait. Donc, je pense que le Cornu a eu raison de dire j'arrête l'horloge. Voilà. Moi, j'étais favorable de toute façon à 63 ans et revoyure. La CFDT, c'était sur cette position-là. Et Xavier Bertrand et Olivier Marleix, le regretté Olivier Marleix, étaient sur cette position-là. Et je pense que le gouvernement de l'époque a eu tort de s'acharner sur les 64 ans. Je pense que c'était une grave erreur. Je pense qu'on aurait évité bien des problèmes si on avait accepté 63 ans et revoyure en 2027. Et on y arrive finalement. Voilà. Ça, je pense que c'était une des grandes erreurs du second quinquennat. Et beaucoup de choses après se sont passées. L'élection européenne n'aurait pas été perdue autant. Il n'y aurait pas eu la dissolution. Je pense que l'acharnement sur les 64 ans a été une grave erreur. Je le pense vraiment. Mais maintenant, ce que je propose, c'est qu'il va falloir travailler plus. Le taux d'emploi est insuffisant. Et c'est pour ça que je suis pour une grande réforme à points. Je dis, on bloque l'horloge et on fait la réforme à points en 2027. Voilà. Vous savez bien que la réforme à points, c'était le premier projet, celui d'Édouard Philippe. Mais il était sur le point d'aboutir. C'était le projet, mais Édouard Philippe va rajouter l'âge pivot. Moi, je le fais sans âge pivot. Alors, parce que les Français ne veulent pas d'âge pivot. Moi, ce que j'ai compris, c'est que personne n'était capable de se mettre d'accord sur le calcul du point. Mais là, Blanchard-Tirole propose de calculer le point, de dire le salaire moyen. Le salaire moyen, vous gagnez le salaire moyen, chaque année avec le salaire moyen, c'est 1 point. Voilà. Et c'est indexé sur le salaire moyen. Moi, je trouve que la proposition Blanchard-Tirole est une très bonne base de départ. Il faut repartir de là. Et je pense qu'il faut proposer une réforme à points en 2027. Donc, on bloque l'horloge jusqu'en 2027 et on propose cette grande réforme à points en 2027. Philippe Aguillon, je me répète, hein, le problème, c'est le calcul des points, mais surtout le calcul de la valeur des points. Et ça, donc, je dis salaire moyen. C'est le salaire moyen. C'est le salaire moyen qui est proposé par le Blanchard-Tirole. On dit, vous gagnez le salaire moyen, une année au salaire moyen, c'est 1 point. C'est très, très, très simple. Lorsque, là aussi, on débat des retraites, une autre option qui est proposée par certains, c'est de gagner immédiatement de l'argent, bon, évidemment au détriment des retraités, hein, en désindexant les salaires, les retraites. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais ça, c'est deux choses différentes. Moi, je parle d'une réforme pour augmenter le taux d'emploi en France. Je pense qu'on a un gros problème, c'est que le PIB par tête français est trop inférieur à celui de nos voisins. Pourquoi ? Parce que, notamment, il y a un taux d'emploi des juniors et des seniors insuffisant. Alors, ce n'est pas que les retraites qui vont traiter le problème, mais il faut s'attaquer à ce problème-là. Et la réforme des retraites est un des éléments pour faire en sorte d'augmenter notre taux d'emploi. L'autre levier pour augmenter le PIB par tête, c'est l'innovation qui va augmenter notre productivité. C'est les grands leviers. On reste sur les retraites. Donc, je déplie le raisonnement. Si on désindexe les retraites, ça veut dire que les retraites vont diminuer puisque l'inflation va croître et les retraites ne vont pas être évaluées. Attendez. Je vais jusqu'au bout. Vous savez, souvent, la politique, c'est du court terme, Philippe Aguillon. Donc, les retraites ne vont pas augmenter et ça veut dire aussi que le coût du travail ne sera pas augmenté puisqu'il n'y aura pas de ponction sur les actifs. Sur les actifs, en partie, évidemment, la partie principale qui paye les retraites. Donc, le coût du travail sera inférieur et on nous dit qu'il y a un problème de coût du travail. Alors, certes, c'est du court
court terme, mais d'abord la politique c'est bien souvent du court terme, et ensuite c'est du court terme qui permet quand même de gagner beaucoup d'argent. Il y a eu des chiffrages, 25 milliards par an. Oui, alors effectivement, dans le court terme, alors là, on revient au court terme, effectivement, je parlais tout à l'heure des niches, d'autres sources évidemment d'économie à court terme, ça peut être de dire je désindexe en tout cas les retraites, peut-être les retraites les plus aisées, peut-être pas toutes les retraites, d'accord, parce que Donc les retraites les plus faibles. Défavorable. Il faut voir, mais peut-être pas les petites retraites, peut-être les retraites des plus aisées. Donc c'est là qu'il va falloir regarder dans le détail, d'accord. Donc je suis pas. Ça c'est du court terme, c'est pour essayer de gagner à court terme, d'accord. Il y a d'autres sources d'économie à court terme. Peut-être que par exemple je ne remplace pas tous les départs à la retraite des fonctionnaires. Peut-être qu'il y a des endroits où je remplace, des endroits où je remplace pas. Il y a différentes sources d'économie que je peux faire à court terme. Ça c'est du court terme, et donc il faut toutes les regarder. Et puis, je vous dis, à long terme, c'est le taux d'emploi et la productivité qui vont être nos ressorts principaux pour résoudre notre problème d'endettement. Philippe Aghion, toujours si on reprend cette perspective schumpeterienne d'innovation, alors il y a un certain nombre d'aspects incitatifs, mais il y a aussi un aspect qui concerne les hommes, les femmes et les hommes qui travaillent, les femmes et les hommes qui sont formés. Est-ce que l'état du système éducatif français, du système universitaire, vous êtes prof, est-ce que ça n'est ce n'est pas satisfaisant. Il y a une grande... Ça, c'est un des grands éléments. On parle beaucoup de taxes. Il y a un des grands problèmes, c'est que l'ascenseur social s'est cassé en France. Nous sommes parmi les pays de l'OCDE, l'avant-dernier en mathématiques. Nous sommes le pays de l'OCDE où la performance au test PISA, vous savez, qui évalue la qualité de l'éducation, est le plus corrélée au milieu social. L'ascenseur social s'est bloqué. On pouvait beaucoup plus facilement, il y a 30 ans, arriver où on voulait, de n'importe quel milieu social, si on travaillait dur, etc. Et maintenant, c'est beaucoup plus difficile pour des gens issus de milieux modestes d'arriver, de prétendre à des bons emplois qualifiés quand ils viennent de milieux modestes. Donc l'école doit être complètement repensée. C'est la base de tout. Et il n'y a pas de mobilité sociale et de bonne croissance sans l'école. C'est la base. Et donc, on doit reprendre notre système éducatif et on doit avoir un bon système de flexi-sécurité. Qu'est-ce qui fait que le Danemark est un bon modèle? Ils ont un bon système éducatif par-dessus ce système éducatif, ils ont ce système de merveilleux de flexi-sécurité. Quand tu perds ton emploi, tu as des assurances chômage très généreuses, on te forme et on te permet de rebondir sur un nouvel emploi. Moi, je crois que cette combinaison-là, elle est gagnante. Et par exemple, pour la révolution de l'intelligence artificielle, il y aura des emplois détruits, des emplois créés. Et bien, d'avoir un bon système éducatif et un bon système de flexi-sécurité, ça nous permet d'aborder la révolution de l'intelligence artificielle dans les meilleures conditions. Justement, cette révolution de l'intelligence artificielle, si c'était l'innovation finale, si ça rendait un grand nombre d'individus complètement caduques, remplacer tous les journalistes par de l'intelligence artificielle. Écoutez, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à maintenant, les entreprises qui adoptent l'intelligence artificielle sont nettes créatrices d'emplois. Pourquoi? C'est vrai qu'il y a de la substitution. En partie, l'intelligence artificielle se substitue à des... Mais d'un autre côté, il y a un effet de productivité. Les entreprises qui adoptent l'intelligence artificielle deviennent plus productives, donc plus compétitives. Donc le marché mondial, la demande mondiale pour leurs produits augmente, et donc elles augmentent l'emploi. Cet effet de productivité semble pour le moment l'emporter sur l'effet de substitution. Mais avec un bon système éducatif et un bon système de flexi-sécurité, je vais magnifier cet effet de productivité. Donc je crois qu'il y aura des emplois détruits, mais il y aura des emplois créés. Il y aura beaucoup de nouveaux emplois. Chaque fois qu'il y a eu une révolution technologique, depuis la machine à vapeur avec le mouvement des Luddites, des Luddites en Angleterre, puis la révolution de l'électricité, puis la révolution des technologies de l'information, on a toujours craint du chômage de masse, qui ne s'est jamais produit. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il y a eu cet effet de productivité qui est venu contrebalancer l'effet de substitution. Mais c'est à nous d'adapter nos institutions et nos politiques pour donner le maximum d'ampleur à cet effet de productivité. Alors ça au moins, puisque sur les retraites et sur le budget, pour l'instant, vos propositions n'ont pas été retenues. Est-ce que là-dessus, sur les questions d'innovation... Sur les retraites, oui, puisque j'avais proposé d'arrêter l'horloge et on a arrêté l'horloge. Oui. Alors, c'est pas uniquement Philippe Aghion qui a arrêté l'horloge, mais je crois qu'on m'a dit que j'avais en tout cas contribué, j'avais aidé ceux qui proposaient d'arrêter l'horloge. Mais pour l'instant, le budget n'a pas été complètement... Non, le budget n'a pas été complètement bouclé. Les niches fiscales que vous pointez n'ont pas encore été supprimées, Philippe Aghion. Il y a une possibilité pour que vous soyez entendu sur l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez la sensation que les politiques ont pris la mesure? Écoutez, en tout cas, on avait fait ce rapport sur l'intelligence artificielle avec Anne Bouvreau et donc Yann Lequin, toute notre commission. Il y a un volet réglementation, données, et puis il y avait un volet investissement très important. Alors, il y a de l'investissement dans la puissance de calcul, donc il y a eu des choses. Mais là, à nouveau, pour pouvoir investir dans l'intelligence artificielle, il faut qu'on ait un budget.
Merci beaucoup, Philippe Aghion, prix Nobel d'économie 2025, d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.